L'histoire du Nord-Pas-de-Calais est liée à la présence d'immigrés musulmans venus des pays d'islam, principalement d'Algérie et du Maroc, à travers cette relation qu'il y a eu durant toute l'histoire du XXe siècle entre le charbon, l'acier et le textile. Dans la zone industrielle correspondant en gros à l'exploitation textile et l'exploitation industrielle, on a trouvé au plan historique beaucoup plus de populations venues d'Algérie. Et l'exploitation minière a fait venir massivement des immigrés marocains venus des régions berbères du sud du Maroc. Le Nord-Pas-de-Calais compte aujourd'hui près de 180 000 musulmans et 110 lieux de culte, dont une nouvelle grande mosquée en construction à Villeneuve-d'Ascq. L'immigration musulmane a fortement marqué l'histoire de l'industrie minière. Pour ces hommes seuls, venus notamment du Maghreb, cantonnés dans des baraquements au pied de la mine, les fêtes religieuses sont l'occasion de vivre des moments chaleureux et festifs. Zindine Wabi est le fils d'un mineur. À la mort de son père, il a entrepris un ambitieux travail de mémoire sur le bassin minier du Valenciennois. Tout démarre à partir de cette photo. En fait, cette photo, je l'ai prise au moment de la mort de mon père. Et on voit ma mère en habit de deuil. Chez les musulmans, la couleur, c'est le blanc, c'est la couleur du deuil. Et ma mère explique à ma fille que son grand-père est parti. Et à travers cet événement personnel, j'ai voulu et on a voulu retracer l'histoire de ces personnes qui sont venues du Maghreb. J'ai découvert un petit livre, c'est des petits livrets d'histoire locale qui racontent l'histoire d'une ville. C'est assez typique chez nous, l'histoire de Valenciennes, l'histoire d'Anzin ou autre. Et dans ce petit bouquin qui parlait de l'histoire de Condé-sur-Escaut, je feuilletais et à un moment donné, il y avait un chapitre sur les immigrations qui ont fait la ville. Et j'ai découvert tout naturellement l'histoire italienne, l'histoire polonaise. Et concernant les Maghrébins, qui représentaient quasi 20 à 30% de la population, rien. On a retrouvé notamment un livret appartenant à un Algérien qui avait ouvert un livret à la caisse d'épargne dans les années 30. J'ai aussi un registre de ce qu'on appelait le centre du défriché. Ce répertoire reprend un petit peu les différentes familles avec leurs noms, leur contrée d'origine. Enfin, c'était assez particulier, mais on recensait énormément ces populations. Il y a une photo qu'on a retrouvée qui est l'une des plus belles selon nous. On est dans le camp de Makou, devant un des baraquements où ils vivaient, lors d'une fête, une fête religieuse. Et ils ont mis un point d'honneur à être présentable au moment de la photo. Parmi eux se trouve mon père, qui est là. La plupart d'entre eux sont décédés. Il ne reste peut-être que Si Abdallah, que je connais personnellement, qui habite une cité du Jard juste à côté. D'après nos connaissances, il ne reste plus que lui de vivant. Il y a un devoir par rapport à cette génération, c'est-à-dire d'expliquer qui ils étaient. Et que ça ne se résume pas à leur arrivée et puis la mosquée. Parce que leur arrivée, ils avaient 20 ans, la mosquée, ils en ont 70, et ils ont... Mais entre cette arrivée et la mosquée, il y a toute une vie, quoi. Dans le Nord-Pas-de-Calais, l'islam est le fruit de la rencontre entre une histoire ouvrière et la foi de ces exilés volontaires que sont les immigrés. Idi Bachar témoigne de ce métissage humain. Il préside la mosquée de Condé-sur-l'Escaut et comme responsable syndical, il milite depuis 30 ans pour la reconnaissance des droits des mineurs étrangers. Je suis né au Maroc, à Goulimine, au sud du Maroc, et je suis venu ici en France en 1975 pour y travailler dans les mines. Et j'ai travaillé pendant 15 ans au fond de la mine. C'est un travail pénible que j'avais pas le choix de travailler ailleurs, trouver d'autres travail.
Idi Bachar a refait pour nous le chemin emprunté chaque matin durant 15 ans pour se rendre au cœur de la mine. C'est cette route-là qu'on prend pour aller au travail. Et on n'habite pas loin de la mine. On a pour 5 minutes pour arriver à la mine. La droite ici, c'est l'entrée principale. On rentre tous par là. Il y avait un gardien ici avec une barrière. Et de l'autre côté, ici à droite aussi, il y avait un chemin de fer qui transporte le charbon, qui la mine. Et puis ils ont tout démonté là. Ils ont mis Ici, c'était la sortie de la mine. Quand on sort de travail, on sort par ici. Quand je travaille, les enfants, ils savent rien sur moi, ce que je fais, parce que je vois que je rentre fatigué, je rentre très fatigué. Et les enfants, je veux pas que mes enfants sachent que je me bats autant pour eux à ce moment-là, parce que j'aimerais bien qu'ils iront suivre leurs études tranquilles, sans le moindre d'obstacle. Ils vont dire, papa, il est malade, papa, il est fatigué, papa, il souffre dans son travail. Non, j'ai gardé tout pour moi. Et maintenant, quand ils sont adultes, ils commencent à découvrir peu à peu les difficultés que j'ai vécues dans la mine. Vous démarrez d'ici, il y a un ascenseur qui vous ramène à combien de mètres en bas ? 820. 800. Donc la première fois, la sensation, elle était là. Voilà, beaucoup. On a des triples ils remontent, quoi. Ouais. Vraiment. Et après, on s'y habitue tout doucement, jusqu'au temps que ça y est, ça devient une habitude. C'est comme on va monter un escalier ou descendre d'un escalier, ça devient normal, quoi. Et donc là, il y avait une ouverture. Ça vous permettait de descendre. Oui, il y avait une ouverture qui nous permet de descendre. Ici, on monte comme dans un... L'ascenseur, il est là, en fait, ici. Oui. Quand tu arrives ici. Oui. D'accord. Quand on descend au fond, on a déjà peur. On pense qu'à la mort, au fond, parce que quand vous arrivez à 900 mètres, jusqu'à 1000 mètres au fond, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez... Moi, je pense toujours à la mort, tout le monde. On veut bien faire la prière parce que vous faites votre prière, vous mourrez. Avant de mourir, peut-être c'est le paradis. Donc, si vous ne le faites pas et vous descendez dans un chantier qui est dangereux, le danger, ce n'est pas ça qui manque. On pense toujours à la mort, c'est vrai, et à la prière aussi. Ces mineurs puisaient dans la prière la force de surmonter leur peur. Il était pourtant interdit de pratiquer l'islam au fond du puits. Vous voyez ici, je suis grimpé en haut du chevalement numéro 3-4. Tant que je pourrais le faire, je le ferai parce que c'est pour moi comme un pèlerinage. On était transportés par train et au fond, et ils avaient tous leurs cartons. Alors quand c'était le moment de la prière, ils remontaient en haut de la taille, c'est-à-dire dans la voie supérieure ou inférieure, ça dépend. Et puis ils faisaient leur prière sur ce morceau de carton. Mais j'ai connu des prières qu'ils ont mal tournées parce que la hiérarchie, la haute hiérarchie, ils ne supportaient pas ça. Ils disaient qu'ils étaient payés pour travailler, pas pour prier. Donc ça, nous on tolérait, mais les patrons, rien à faire. La mine, c'est le lieu de tous les dangers. C'est aussi le lieu de la solidarité. Un espace chaleureux où l'on partage son casse-croûte, le fameux briquet des mineurs, avec ses camarades. Normalement, le briquet se faisait en plein milieu du travail, c'est-à-dire sur la moitié du travail. Mais pendant le ramadan, c'était à des heures, plus ou moins, par rapport à leur religion. Donc, ils travaillaient continuellement, et à une certaine heure, tous s'arrêtaient et remontaient manger, soit en haut de la galerie ou en bas de la galerie, et mangeaient ensemble leur briquet. Et lorsqu'on était là sur les lieux, ils nous proposaient si on voulait pas fruits, quelque chose de chez eux, quoi. C'était quelque chose de formidable. Cette cité illustre parfaitement ce brassage de population, cette interaction qui fait que le musulman se construit dans
Et avec les apports de l'environnement, et cet environnement s'enrichit de la présence de musulmans. On s'offre des choses, on discute avec ses voisins, on prend de leur culture et on leur offre sa culture. C'est cela aussi, c'est de ce point de vue que l'on peut comprendre la façon dont des immigrés se sont construits simplement dans une cité comme celle-ci, où il y avait des populations venues des pays européens et des pays extra-européens. C'est une manière également de voir cet ancrage réel de l'islam dans la société française sur une longue durée. Kaoula Saya milite depuis toujours pour la promotion sociale des personnes en difficulté et l'émancipation des femmes. À l'issue d'un engagement politique municipal, elle est à nouveau sur le terrain et préside l'association Averroès. Quand je suis arrivée d'Algérie à l'âge de 9 ans, la population était très mixte. Il y avait la population maghrébine, beaucoup de Tunisiens, beaucoup d'Algériens, et il y avait beaucoup d'Européens, des Polonais, des Italiens. Et cette population européenne, elle-même ne parlait pas français, ne maîtrisait pas la langue française. J'avais une maman qui me surprotégeait, parce qu'elle-même, issue de l'immigration, venait en pays étranger, pays ennemi à l'époque, puisque c'était la guerre. Et il fallait être arabe et musulman à l'intérieur. Et s'intégrer, le mot n'était pas employé à l'époque, mais vivre à l'européenne modérément. Il ne fallait pas s'intégrer à tout et à tous les groupes. Il fallait faire le tri de ce qu'on pouvait prendre ou pas prendre. Deux points de tension de la guerre froide. D'abord, l'affaire de Corée, puis l'affaire de l'Indochine. Puisque dans les deux cas, vous avez une séparation entre un Nord communiste et un Sud pro-américain. Passionné d'histoire, fondamentalement intéressé par l'histoire de France, que je me suis approprié, une histoire particulière où effectivement une société pluriconfessionnelle s'est mise en place très tôt, où la laïcité a joué un rôle fondamental dans les différentes croyances et les différentes populations qui composent notre société, à tel point d'ailleurs que j'en ai fait un travail de doctorat, puisque j'ai consacré ma thèse aux intellectuels français et la question de la laïcité. Donc profondément intéressé par la question de la laïcité qui, à mon sens, est véritablement l'essence même du vivre ensemble dans notre société. Depuis 2008, Ouari Bouissa est adjoint au lycée, à l'enseignement supérieur et à la laïcité de la ville de Tourcoing. Ardent défenseur de la laïcité à la française, il conjugue cet engagement avec sa pratique religieuse. Mes parents m'ont transmis une foi, une spiritualité, une éducation spirituelle. J'étais amené à réfléchir sur des problématiques liées à la foi auxquelles mes parents n'ont jamais pensé un jour réfléchir. Effectivement, français, citoyens français, musulmans, ça a demandé quand même une certaine adaptation. Et finalement, vivre une spiritualité, vivre sa foi de musulman à l'intérieur de la société française, dans le microcosme tourquenois, finalement, ça ne m'a posé aucun problème, parce que les enseignements spirituels de l'islam développent justement le rapport avec l'autre, le rapport avec le voisin, la construction finalement de l'individu à travers les autres, le partage, le consensus. Et finalement, je me suis très très bien retrouvé dans cette éducation. La mosquée des Nains-Beaumont dans le Pas-de-Calais. La plupart des fidèles sont d'anciens mineurs. Arrivés au soir de leur vie, ils ressentent plus que jamais le besoin de se retrouver pour évoquer leurs souvenirs. La mosquée est pour eux le lieu du recueillement et de la convivialité. Les besoins exprimés par les musulmans dans notre région et ailleurs, partout en France, c'est d'avoir déjà
des salles de prière, c'est des mosquées dignes de ce nom. Et l'éducation de leurs enfants, c'est-à-dire, comme je répète aussi, je fais un petit peu la définition d'une mosquée, parce qu'à un moment donné, elle faisait peur dans les cités vis-à-vis des gens qui ne sont pas musulmans. Mais les gens, ils ont commencé à comprendre ce que c'est la mosquée. C'est pas un lieu de danger, comme le pensaient certains. Mais la mosquée, c'est un lieu par excellence où les musulmans viennent se ressourcer non seulement en spiritualité, mais en connaissance, en contact, en éducation surtout. Et par exemple, ici où nous nous trouvons à la mosquée d'Enaboma, il y a à peu près une centaine d'élèves qui apprennent l'arabe, la langue maternelle, et surtout la langue du Coran, c'est-à-dire surtout le Coran aussi. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ce qui va changer la donne dans l'émergence et le développement des lieux de culte en France et plus précisément dans le Nord, pour le cas qui nous intéresse, c'est la venue des femmes et des enfants. La présence des enfants sur le territoire français va inciter les parents, et notamment ce mineur, cet ouvrier, à transmettre quelque chose. Il transmet sa culture, mais il transmet également les éléments de la religion tels qu'il les a vécus dans le pays d'origine. Donc les mosquées sont à la fois des lieux de prière, ce sont également des lieux de transmission, et ce sont également des lieux de vie communautaire. On y parle une langue. Par exemple, si vous allez dans le bassin minier, vous allez trouver une majorité écrasante de musulmans qui parlent le berbère. Donc la mosquée est un lieu également où se vit cette culture, où se pratique cette langue. Les imams sont généralement des anciens mineurs ou des personnes venues du pays d'origine qui vont parler dans la langue de ces Marocains. Pour les mosquées plus en lien avec le secteur industriel, on aura des populations algériennes qui seront les moteurs de l'émergence et du développement de ce type de mosquée. On va y parler également une langue vernaculaire, un dialecte. On va y transmettre également des éléments culturels. Roubaix a longtemps été la capitale européenne du textile, accueillant de nombreux travailleurs venus d'Algérie. Ogbia Boulkras est arrivée à Roubaix à l'âge de 3 mois. À l'issue d'un parcours associatif très riche, elle est devenue conseillère municipale de la ville. J'ai plutôt milité pour le rapprochement des religions et notamment pour le dialogue interreligieux. Cet engagement a été très, très fort et matérialisé par la création d'une association en 1991, au moment de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Donc pendant 10 ans, de 1991 à 2001, avec d'autres personnes, j'ai milité dans cette association qui s'appelait l'association Bamat, du nom de Najmuddin Bamat. Et à partir de 2001, là, je me suis engagée plutôt dans la politique, donc j'ai un peu mis de côté cet engagement pour l'interreligieux. J'ai toujours baigné dans une ambiance, on va dire, musulmane, vraiment pratiquante. Mes parents étaient pratiquants. Ils ont fait le pèlerinage à la Mecque plusieurs fois. Donc, depuis que je suis petite, j'ai toujours vu mon père aller à la mosquée, pratiquer le ramadan, faire la prière, etc. Donc, c'est vrai que il nous a toujours parlé de religion. Donc, c'est vrai que ça aide un peu. Mais même par la suite, quand à l'âge adulte, de moi-même, j'ai toujours essayé d'avancer au niveau de l'islam. J'ai toujours essayé de rechercher. Et c'est ce que j'essaye en plus maintenant d'inculquer à mes enfants. Transmettre l'islam à ses enfants ou bien connaître sa religion lorsque l'on est un jeune adulte, ces deux démarches ont abouti à la construction à Lille de 2 structures distinctes. L'Institut Avicenne des sciences humaines propose un enseignement supérieur musulman de la licence au doctorat. Une centaine d'étudiants y suivent des cours depuis 2006.
C'est un institut aujourd'hui qui se base sur un enseignement de tout ce qui est sciences théologiques, des sciences islamiques, que ce soit donc les sciences du Coran, les sciences du hadith, les fiqh, les usul fiqh, les aqidah, le dogme, mais en même temps qui ramène l'étudiant vers une formation sociologique de rapport entre l'islam et les autres religions d'un côté, sur l'évolution entre du culte et l'État et la société en Europe, de répondre aujourd'hui à ces questions qui sont posées aujourd'hui par la pratique musulmane dans un pays non musulman, dans un pays laïque, mais en même temps dans un pays qui s'inscrit dans une démarche de tolérance, d'un vivre ensemble, dans une société multiculturelle et multiconfessionnelle. Si on veut exprimer l'islam tel qu'il a été enseigné par le prophète dans sa vie, dans son enseignement, dans sa façon d'être, c'est avant tout un comportement de miséricorde envers le genre humain. Avicenne est dans un paysage universitaire important, en relation avec le paysage universitaire musulman. Nous sommes membres de la Ligue des universités islamiques. Nous avons des coopérations avec des grandes universités de théologie dans le monde musulman, qu'elles soient l'Azhar, qu'elles soient le Qarawiyyin, qu'elles soient Zaytouna, qu'elles soient des autres universités, mais en même temps avec des universités françaises et européennes, dans une collaboration de recherche. Le lycée musulman Averroès a ouvert ses portes en septembre 2003 dans les étages supérieurs de la grande mosquée de l'île Sud. Il compte aujourd'hui 110 élèves et a obtenu 100% de réussite au bac en 2008. Il est actuellement le seul établissement musulman qui ait pu signer un contrat d'association avec l'État, au même titre que les écoles des autres religions de France. Notre objectif numéro 1, c'est faire un lycée de qualité, un enseignement de qualité. Deuxième caractéristique, c'est un enseignement ouvert à tous. Ce lycée Averroès, il se veut un lycée pour tous les élèves de France. Ce n'est pas uniquement pour les élèves musulmans, mais pour tous les élèves. Musulmans, juifs, catholiques, ils sont tous les bienvenus au sein du lycée Averroès. Et le troisième objectif, c'est pour une ouverture en quelque sorte sur la civilisation, sur la culture musulmane. Il est temps aujourd'hui de faire découvrir à nos jeunes, à nos futurs citoyens, notre appartenance à la communauté musulmane, à l'islam, à cette grande civilisation qui a marqué le monde entier. Nous sommes ici dans la mosquée de Lille. Les matériaux extérieurs sont très intégrés à l'architecture extérieure, donc briques, tuiles rouges, pierres blanches utilisées dans l'architecture religieuse, mais quand on va rentrer à l'intérieur, nous allons avoir des éléments un peu plus caractéristiques de l'architecture musulmane, comme l'étoile à 8 branches ici même au sol, donc qu'on a travaillé. Ici, nous avons une fresque qui reprend également dans sa partie basse l'étoile, encore une fois, à 8 branches, avec un verset de Coran qui parle de tous les lieux de culte, en fin de compte, et pas que simplement des mosquées. Il dit « dans des maisons qui seront établies afin que le nom de Dieu y soit sanctifié ». Et tout d'un coup, on est dans un endroit qui est bien particulier parce que c'est l'axe exact de la Qibla. C'est ce même axe qui va donner directement sur le mihrab et le minbar là-bas en face. Et si ça a été fait, c'est justement pour qu'il y ait une continuité visuelle et aussi un repère. Parfois, on se pose la question comment serait à terme et dans les futures générations une mosquée franco-française qui n'a rien à emprunter, rien à copier dans d'autres espaces et dans d'autres lieux et d'autres environnements. Et en fin de compte, c'est premièrement la direction de la prière, la présence du mihrab où se tient l'imam, cette alcôve, et également la chaire de prêche qui est donc le minbar. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le remède. Même si vous en faites, vous avez le remède tout de suite. Hein? Vous avez l'antidote tout de suite. L'antidote, c'est quoi? Les bonnes œuvres effacent automatiquement les mauvaises. Elle effacera. Le discours d'un imam, je pense, il doit notamment d'abord le tenir en tant que citoyen. Aujourd'hui, les musulmans, d'ailleurs, veulent, je vais surprendre un petit peu en disant, veulent qu'on parle moins d'eux. On parle moins d'eux parce qu'ils estiment qu'on parle trop d'eux, qu'à chaque fois on les réduit d'abord à leur islamité, alors qu'ils ont quand même quelque chose qu'ils partagent, quelque chose de plus vaste que la religion musulmane, qu'ils partagent avec les autres. La religion, ils la partagent dans un cadre privé, bien sûr, dans un cadre de communauté, mais ils partagent d'autres valeurs, plus universelles, plus larges, et l'islam ne fait que justement renforcer cette appartenance à ce cadre général.
Les musulmans sont devenus avec plusieurs identités dans ce pays, liées à une origine, à une langue, à un contexte, à une histoire. Le premier défi déjà, c'est d'additionner ces identités, d'en faire une seule. Deuxième défi, comment s'enrichir et enrichir la culture. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans sont des musulmans occidentaux. Il ne faut pas, moi, j'ai pas foi aux yeux en disant que les musulmans de France sont des musulmans occidentaux. Ils ne sont pas des musulmans orientaux qui vivent pendant une période donnée. Donc, ils se définissent par rapport justement au contexte occidental. Et bien, le défi justement, cette identité, comment l'enrichir, comment rendre l'islam, la pratique, la compréhension, le vécu, l'histoire de notre pays, la langue de notre pays. Aujourd'hui, je le dis haut et fort que la langue des musulmans de France, ce n'est pas l'arabe. On n'est pas là pour arabiser la communauté. Leur langue, c'est le français, mais la langue de l'islam est l'arabe. Comme clé, justement, qui permet à ce musulman de partout dans le monde d'aller s'approvisionner. Donc, les initier, justement, ce travail de pédagogie pour leur apprendre ce genre de choses, pour qu'ils se sentent à l'aise ici dans ce pays, ne pas vivre avec une certaine nostalgie quelconque. La dernière réunion, j'en suis content, là, on a quand même fait des progrès. Agir comme citoyen et croyant, c'est la démarche qui anime Jawad Bachar. Il est l'un des animateurs d'Avicenne, un groupe d'amitié islamo-chrétien. Ça fait près de 3 ans qu'il y a eu des relations entre les chrétiens et les musulmans de Condé. Je dirais, l'objectif, c'est pas forcément de nous convaincre, c'est surtout de nous connaître. Ce qui fait un petit peu cet ensemble, et faire en sorte à ce que les gens se reconnaissent pleinement et voient plus leurs points communs, c'est d'abord de se dire ben, on est des humains. Pour moi, c'est important, en tant que jeune français et musulman, d'être pleinement actif dans ce que j'appelle la cohésion entre plusieurs communautés. Et d'en être un acteur, c'est pour moi plus valorisant et aussi plus respectueux par rapport à mon cadre de vie. Depuis 6 ans, le Festival des musulmans du Valenciennois permet aux jeunes de la région de se rencontrer. L'occasion également de suivre des conférences religieuses et de bénéficier d'activités festives. Au tout début, je venais en tant que spectateur pour apprendre un peu plus sur ma religion. Et c'est devenu depuis peu un moyen de rencontre pour la communauté musulmane. Donc on se voit, on apprend un peu avec la science, avec les conférenciers. Et ensuite, l'art et la culture islamique qu'on connaît très peu pour nous qui sommes citoyens français. Et en même temps, ça nous permet, nous tous habitants du Nord-Pas-de-Calais, de se rencontrer. Je viens de voir des dirigeants d'une association qui comporte des gens de différentes cultures et qui sont ensemble parce qu'ils ont appris à se connaître. Vous savez, quand on se parle, quand on se connaît, eh bien, les problèmes tombent. Donc il faut les faire tomber. Ce sera le sens de la soirée d'aujourd'hui. La demande de la science est une obligation pour chaque musulman, pour chaque croyant. Mais dans la demande de la science, bien sûr, il y a des niveaux. Il y a un niveau... Le retour qu'on a, c'est le côté festif qui les intéresse bien, puisque ça leur permet d'avoir une sortie qui cadre avec leurs convictions, on va dire. Et puis, il y a aussi une partie de recherche de solutions par rapport à des problèmes qui les touchent, donc en particulier l'éducation et comment vivre son islam en France. Donc c'est un thème qui est justement récurrent dans nos manifestations parce que c'est ce que le public attend et ce dont il est demandeur. Unis main dans la main, bâtissons notre destin pour des lendemains qui chantent enfin l'hymne de l'entente. Vivre libres et égaux et s'élever très haut, sans haine et sans colère, bien au-delà des frontières, répandre sans compter la paix, la liberté. Assalam, assalam, assalam alaikum. Assalam, assalam, assalam alaikum. Des couleurs qui se